Après avoir accouché par césarienne, j'ai appelé ma famille pour leur demander de l'aide avec les factures de l'hôpital. Ma mère a décroché et a dit « Qu'est-ce que tu veux ? Arrête de nous déranger. » J'ai supplié, j'ai besoin d'argent pour les factures de l'hôpital. Mais elle ne m'a même pas laissé finir et m'a raccroché au nez. Quelques heures plus tard, c'est mon ami qui m'a aidé. Puis, un mois après, ma mère m'a appelé, paniquée, à 3 heures du matin, ta sœur est à l'hôpital. Envoie 22 000 $ immédiatement ou on te mettra toutes les factures sur le dos. J'ai refusé. Ils se sont tous pointés chez moi et se sont mis à frapper à ma porte en hurlant. Dès que j'ai ouvert, ma mère m'a jeté un vase au visage, m'assommant net. Puis ils ont pris tous les objets de valeur de ma maison et m'ont laissé en sang sur le sol, avec mon nouveau-né qui pleurait dans son berceau. Quand je me suis réveillée, j'étais entourée de policiers et de secouristes parce que ma voisine avait appelé le 911 après avoir entendu mon bébé pleurer toute la nuit. Mais j'ai décidé de détruire leur vie. La lumière fluorescente de l'hôpital semblait trop vive une fois les effets de l'anesthésie dissipés. Mon abdomen élançait une douleur sourde et persistante qui me rappelait l'incision de 20 cm sur mon bas-ventre. La petite Lily dormait dans le berceau à côté de mon lit, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration paisible. Elle était parfaite, absolument parfaite, mais la césarienne d'urgence avait coûté près de 18 000 $ et mon assurance n'en couvrait qu'une fraction. J'ai fixé mon téléphone pendant 20 minutes avant de finalement composer le numéro. Mes mains tremblaient tandis que la ligne sonnait 1, 2, 3 fois. Quand ma mère a répondu, sa voix avait cette intonation familière d'agacement. « Qu'est-ce que tu veux ? Arrête de nous déranger. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai essayé de stabiliser ma voix, ravalant la boule qui se formait dans ma gorge. « Maman, je viens d'avoir le bébé. Il y a eu des complications et j'ai besoin. J'ai besoin d'argent pour les factures de l'hôpital. » Elle ne m'a même pas laissé finir. La ligne est devenue silencieuse, me laissant regarder l'écran de mon téléphone, incrédule. La tonalité a résonné dans mon oreille avant que le silence ne s'installe. Une infirmière est passée devant ma chambre, ses chaussures crissant sur le sol en linoléum, inconsciente du fait que mon monde venait de s'effondrer un peu plus. Il y a 3 ans, ma famille m'avait clairement fait comprendre ma place dans leur hiérarchie. Nathalie, ma sœur cadette, ne pouvait rien faire de mal à leurs yeux. Elle avait épousé Preston, un banquier d'affaires prospère, et avait donné naissance à 2 enfants que mes parents exhibaient comme des trophées. Pendant ce temps, je suis tombée enceinte après une brève relation qui s'est mal terminée, et ma famille a traité ma grossesse comme un secret honteux. Les heures ont passé tandis que j'essayais de trouver une solution. Le service de facturation de l'hôpital m'avait déjà contacté 2 fois au sujet d'un échéancier de paiement. Mon compte épargne contenait peut-être 3 000 $, bien loin de ce que je devais. Le désespoir me serrait la poitrine alors que je parcourais mes contacts, me demandant à qui je pouvais bien demander de l'aide. Puis j'ai vu le nom de Courtney. Nous étions amis depuis l'université, et elle avait toujours été là pour moi, même quand ma propre famille ne l'était pas. Mon doigt a hésité un instant sur son numéro avant que j'appuie sur « Appeler ». Salut, j'ai entendu dire que des félicitations s'imposaient. Sa voix joyeuse m'a fait monter les larmes aux yeux. Courtney, je suis vraiment désolée de te demander ça, mais je suis dans une très mauvaise situation. Les mots se sont bousculés alors que je lui expliquais tout, l'opération d'urgence, la facture astronomique, le rejet cruel de ma mère. Arrête-toi tout de suite, m'a-t-elle interrompu. De combien as-tu besoin ? 2 jours plus tard, Courtney est arrivée à l'hôpital avec un chèque de banque de 15 000 $. Elle a refusé que je le considère comme un prêt, insistant sur le fait que c'était un cadeau pour l'avenir de ma fille. J'ai sangloté dans ses bras, submergée par sa générosité et le contraste saisissant avec la froideur de ma propre famille. Elle m'a aidé à sortir de l'hôpital, nous a ramenés à la maison, et est même restée la première nuit pour m'aider avec Lily. Les semaines suivantes se sont confondues dans un brouillard de nuits blanches et de changements de couches sans fin. Lily s'est avérée être un bébé souffrant de coliques, pleurant pendant des heures malgré tous mes efforts pour la calmer. Mon petit appartement me semblait claustrophobe, et l'isolement me pesait lourdement. J'avais envoyé des photos de Lily à ma famille,
espérant qu'il s'adoucirait, mais je n'ai rien reçu en retour. Pas un SMS, pas un appel, pas même une réaction aux photos. Puis est arrivé l'appel téléphonique de 3 heures du matin qui a tout fait voler en éclats. 4 semaines s'étaient écoulées depuis la naissance de Lily. La sonnerie stridente de mon téléphone m'a tiré des 2 heures de sommeil que j'avais réussi à obtenir. Lily a bougé dans son berceau mais ne s'est pas réveillée. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de ma mère et mon estomac s'est noué. Elle ne m'appelait jamais, surtout pas au milieu de la nuit. Allô? Ma voix était pâteuse et confuse. Ta sœur est à l'hôpital. La voix paniquée de ma mère a crié dans le haut-parleur. Elle a besoin d'une opération immédiate. Il nous faut 22 000 $ tout de suite pour couvrir les frais. Je me suis redressée, mon cerveau luttant pour traiter ce qu'elle venait de dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va bien? Ça n'a pas d'importance. Il nous faut l'argent maintenant. L'assurance de Nathalie ne couvrira pas tout, et Preston a déjà plafonné leur carte de crédit en essayant de payer. Nous avons dépensé tout ce que nous avions. C'est ta famille, alors tu dois aider. L'audace de sa demande m'a laissé sans voix un instant. C'était la même femme qui m'avait raccroché au nez quand je la suppliais de m'aider avec mes propres factures médicales il y a à peine un mois. La même mère qui n'avait même pas pris la peine de prendre des nouvelles de sa petite fille nouveau-née une seule fois. Non, ai-je dit doucement. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Sa voix est montée dans un cri qui m'a fait éloigner le téléphone de mon oreille. J'ai dit non. Quand j'ai eu besoin d'aide, vous m'avez dit d'arrêter de vous déranger. Vous vous fichiez que je vienne de subir une grosse opération ou que votre petite fille soit née. Maintenant, vous vous attendez à ce que je vous donne 22 000 $ que je n'ai même pas. Espèce de petite ingrate. Elle s'est lancée dans une série d'insultes qui m'auraient dévasté des années auparavant, mais maintenant, elles se sont heurtées à l'armure que j'avais bâtie autour de mon cœur. Nous sommes ta famille. Tu nous le dois. La famille s'entraide. Maman, tu as été très claire sur le fait que je ne fais plus vraiment partie de cette famille. Bonne chance avec les factures de Nathalie. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, mon cœur battant si fort que je le sentais dans ma gorge. Lily a commencé à pleurer, probablement dérangée par les voix fortes. Je l'ai sortie de son berceau, la serrant contre moi en faisant les 100 pas dans le petit salon. Le téléphone a sonné encore et encore, mais j'ai refusé chaque appel. Des SMS ont afflué de ma mère, de mon père, et même du mari de Nathalie, Preston, tous exigeant que j'aide, me menaçant, me traitant d'égoïste et de sans-cœur. J'ai bloqué tous leurs numéros et j'ai essayé de calmer Lily, mais mes mains tremblaient à cause de l'adrénaline. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir refusé, mais une plus grande partie se sentait justifiée. Ils m'avaient abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux, et maintenant ils s'attendaient à ce que j'accoure avec des milliers de dollars que je n'avais même pas. 3 jours de silence bienheureux ont suivi. J'ai commencé à croire qu'ils avaient abandonné et trouvé une autre solution. Puis, le jeudi soir vers 19 h, les coups ont commencé. Bang, bang, bang. Le martèlement violent sur la porte de mon appartement a fait hurler Lily. Je venais de réussir à la faire dormir après 2 heures d'effort. Et maintenant, elle pleurait à nouveau. À travers le Judas, j'ai vu ma mère, mon père et le mari de Nathalie, Preston, tous debout dans le couloir. Le visage de ma mère était déformé par la rage. « Ouvre cette porte tout de suite », a-t-elle crié, sa voix étouffée mais toujours clairement audible. « On sait que tu es là. » Mon père s'est joint à elle. « Arrête d'être ridicule et laisse-nous entrer. Nous devons en parler comme des adultes. » Espèce de sorcière égoïste, a ajouté la voix de Preston. Nathalie souffre à cause de toi. Les voisins allaient certainement se plaindre. Madame Chen, de l'autre côté du couloir, était âgée et se couchait tôt. Les Johnson, à côté, avaient un bambin qui venait probablement de s'endormir. Mes joues brûlaient de honte alors que les cris continuaient, devenant de plus en plus agressifs à chaque seconde. Contre tout mon instinct qui me hurlait de ne pas le faire, j'ai ouvert la porte. Peut-être que je pourrais les raisonner, leur demander de partir tranquillement avant qu'ils ne réveillent tout l'immeuble. Peut-être qu'ils verraient Lily pleurer et se souviendraient qu'un bébé vivait ici et avait besoin de calme. J'aurais dû faire confiance à mon instinct.
Au moment où la porte s'est suffisamment ouverte, le bras de ma mère s'est balancé vers l'avant. Je n'ai même pas vu le vase avant qu'il ne percute mon visage. L'impact a produit un craquement écœurant que j'ai plus senti qu'entendu. Une lumière blanche et brillante a explosé derrière mes yeux, suivie immédiatement par l'obscurité. Quand j'ai repris connaissance, j'étais allongé sur le dos, fixant le plafond de mon salon. La lumière du plafonnier semblait pulser et danser dans ma vision. Mon visage me semblait étrange, enflé et humide. J'ai touché ma joue, et mes doigts sont revenus couverts de sang. Le goût métallique a rempli ma bouche et j'ai réalisé que ma lèvre était fendue. Les cris de Lily remplissaient l'appartement, désespérés et terrifiés. J'ai essayé de m'asseoir, mais la pièce tournait violemment. Tout me faisait mal. À travers ma vision floue, je pouvais voir des silhouettes se déplacer dans mon appartement, ouvrant des tiroirs, attrapant des choses. Ma mère se tenait au-dessus de ma boîte à bijoux, vidant son contenu dans son sac à main. Preston avait mon ordinateur portable sous le bras. Mon père débranchait ma télévision du mur. « S'il vous plaît », j'essayais de dire, mais cela est sorti comme un gargouillis. Le sang coulait dans ma gorge, me faisant tousser et m'étouffer. Ils m'ont complètement ignoré, se déplaçant dans ma maison comme un essaim de sauterelles. Le collier de perles de ma grand-mère, la seule chose que j'avais d'elle, a disparu dans le sac de ma mère. L'argent liquide d'urgence que je gardais dans un tiroir de la cuisine a disparu dans la poche de Preston. Ils ont même pris le bracelet de bébé en argent de Lily que Courtney lui avait offert. Puis ils sont partis, laissant la porte grande ouverte derrière eux. Je pouvais entendre leurs pas s'éloigner dans le couloir, leur voix s'estomper. Lily continuait de crier depuis son berceau, et j'ai essayé désespérément de me lever pour l'atteindre, mais mon corps ne coopérait pas. La pièce continuait de basculer, et des vagues de nausées me submergeaient. J'ai dû perdre connaissance à nouveau, car la chose suivante que je sais, c'est qu'il y avait des étrangers dans mon appartement. Des voix parlaient d'urgence autour de moi. Quelqu'un vérifiait mon pouls. Des faisceaux de lampes de poche brillant dans mes yeux m'ont fait grimacer. « Madame, vous m'entendez ? Je suis ambulancier. Tout va bien se passer. Le bébé, ai-je réussi à croasser. Mon bébé. Le bébé va bien. Une policière s'occupe d'elle en ce moment. Restez immobile. » À travers ma vision trouble, j'ai vu une policière soulever Lily de son berceau, la berçant doucement et lui parlant d'une voix apaisante. D'autres policiers se déplaçaient dans mon appartement, prenant des photos, prenant des notes. Ma voisine, Madame Chen, se tenait sur le seuil, le visage plissé par l'inquiétude. « J'ai entendu le bébé pleurer pendant des heures », disait Madame Chen à un officier. « Elle ne pleure jamais aussi longtemps. » Quelque chose n'allait pas, alors j'ai appelé le 911. Les ambulanciers m'ont chargé sur une civière. Chaque mouvement envoyait de nouvelles vagues de douleur à travers mon crâne. L'un d'eux a posé une perfusion pendant qu'un autre examinait soigneusement la coupure sur mon visage. Leurs voix se sont mêlées au crépitement de la radio de la police et aux pleurs décroissants de Lily, que quelqu'un avait réussi à calmer. À l'hôpital, un chirurgien plasticien a recousu mon visage pendant que des officiers attendaient pour prendre ma déposition. Le médecin a dit que j'avais eu de la chance. Le vase avait manqué mon œil de moins d'1 centimètre. J'avais une grave commotion cérébrale, une pommette fracturée et j'avais eu besoin de 14 points de suture. Il voulait me garder en observation pour la nuit. L'officière Martinez s'est assise à côté de mon lit d'hôpital, son carnet ouvert. « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Toute l'histoire a jailli. Le rejet de ma famille après la naissance de Lily, la demande d'argent à 3 heures du matin, leur arrivée à mon appartement, l'agression, le vol. Elle a tout noté, son expression devenant plus sombre à chaque détail. « Voulez-vous porter plainte ?» a-t-elle demandé quand j'ai fini. Je n'ai même pas hésité. Oui. Contre tous. Il nous faudra une liste de tout ce qui a été pris. Elle a tourné une nouvelle page de son carnet. Au cours de l'heure suivante, j'ai détaillé chaque objet dont je pouvais me souvenir. Mon ordinateur portable, ma télévision, les perles de ma grand-mère, le bracelet de Lily, les 800 $ en espèces, mon appareil photo, quelques cartes cadeaux, même mon bon manteau d'hiver.
La liste s'allongeait et devenait plus déprimante à mesure que je me rappelais chaque violation de mon domicile et de ma confiance. L'officière Martinez a photographié mes blessures sous plusieurs angles. Le flash a aggravé mon mal de tête, mais je l'ai supporté. Des preuves. J'avais besoin de preuves pour ce qui allait suivre. Les services de protection de l'enfance sont arrivés ensuite, une femme au visage sévère nommée Angela Morrison, qui a posé des questions pointues sur les soins de Lily et ma capacité à être parent avec mes blessures. Elle a examiné ma fille à fond, vérifiant tout signe de négligence ou de maltraitance. Heureusement, Lily était en parfaite santé, bien qu'un peu agitée par le chaos de la soirée. Vous aurez besoin de quelqu'un pour rester avec vous pendant au moins quelques jours, a dit Madame Morrison. La commotion cérébrale rend dangereux le fait de vous occuper seul d'un nourrisson en ce moment. J'ai appelé Courtney, détestant devoir lui demander de l'aide à nouveau, mais elle est arrivée en 30 minutes et a immédiatement pris les choses en main. Elle avait pris des congés et prévoyait de rester avec moi pendant les 2 prochaines semaines. Madame Morrison a approuvé l'arrangement après avoir interrogé Courtney et vérifié ses antécédents. La police a arrêté ma mère la même nuit à son domicile. Mon père et Preston ont suivi le lendemain matin. Tous les 3 ont été accusés de cambriolage, d'agression avec une arme dangereuse et de vol. La caution a été fixée à 50 000 $ chacun, ce qui signifiait qu'ils devaient trouver 5 000 $ en espèces chacun pour sortir. Selon l'officière Martinez, qui me tenait au courant, aucun d'entre eux n'a pu payer la caution immédiatement. Ma mère a appelé tout le monde, mais la plupart des gens avaient déjà entendu ce qui s'était passé. Les ragots de petite ville voyagent vite. Nathalie elle-même était toujours à l'hôpital, se remettant de sa propre opération, inconsciente du chaos que ses factures médicales avaient provoqué. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. Les accusations criminelles n'étaient que le début. J'ai engagé un avocat nommé Lawrence Brennan, spécialisé en droit de la famille et en dommages corporels. Il a jeté un coup d'œil à mes photos médicales et au rapport de police et a pratiquement salivé à l'idée du procès. Nous allons les poursuivre en justice pour tout ce qu'ils ont, a-t-il dit avec confiance. Agression, coups et blessures, vol, détresse émotionnelle, tout le package. Je veux plus que ça, lui ai-je dit. Je veux m'assurer qu'ils ne pourront plus jamais faire ça à personne. Laurence a souri, et ce n'était pas une expression agréable. Parlez-moi de la situation financière de votre famille. Pendant que Laurence commençait à élaborer notre stratégie juridique, j'ai commencé ma propre enquête sur les affaires de ma famille. Des années de réunions de famille m'avaient donné un aperçu de leur situation financière, et j'avais retenu des détails qu'ils n'avaient probablement pas réalisés que j'avais remarqués. Ma mère avait toujours aimé se vanter de leurs investissements lors des dîners. Mon père gardait des registres méticuleux de tout, une habitude qui allait bientôt se retourner contre lui. Je me suis souvenu d'une conversation datant de 2 Thanksgiving auparavant, avant que ma grossesse ne provoque la rupture finale. Mon père expliquait à Preston comment ils diversifiaient leur portefeuille, actions, obligations, une propriété locative en Floride héritée de mon grand-père. Ma mère avait interrompu pour mentionner leur nouvelle multipropriété aux Bahamas, achetée quelques mois plus tôt. Cette propriété locative est devenue particulièrement intéressante. J'ai fait des recherches dans les registres publics et j'ai découvert qu'elle était évaluée à environ 275 000 $, avec un revenu locatif d'environ 2 000 $ par mois. Ils percevaient cet argent depuis des années, constituant leur coussin de retraite pendant que je luttais pour joindre les 2 bouts. Les yeux de Laurence se sont illuminés quand je lui ai parlé de la propriété en Floride. C'est un actif que nous pouvons viser. De quoi d'autre vous souvenez-vous ? J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler de vieilles photos de famille à la recherche d'indices. Là, une photo de l'anniversaire de Nathalie de l'année dernière montrait ma mère portant un bracelet tennis en diamant coûteux. J'ai zoomé et pris une capture d'écran. Une autre photo montrait la collection de montres vintage de mon père exposée dans une vitrine sur mesure. Chaque pièce valait des milliers de $. Mon père collectionne les montres, ai-je expliqué à Laurence. Rolex, Omega, Patek Philippe. Il en a au moins 15, peut-être plus. Il ennuyait tout le monde aux événements familiaux en parlant de leur valeur d'appréciation. Laurence prenait des notes, son stylo se déplaçant rapidement sur son bloc-notes.
Les articles de luxe comme ceux-là peuvent être saisis pour satisfaire les jugements. Et les véhicules? Ma mère conduit un SUV Mercedes de moins de 2 ans. Mon père a une berline BMW et une Corvette vintage qu'ils gardent dans leur garage. J'ai fait une pause, me souvenant d'autre chose. Preston et Nathalie viennent d'acheter un bateau l'été dernier. Rien d'énorme, mais correct. Un cabin cruiser de 24 pieds qu'ils gardaient à la marina. La liste s'allongeait à mesure que je me rappelais détail après détail. La collection de bijoux de ma mère, d'une valeur d'au moins $50 000. Les meubles anciens de leur salle à manger, des pièces héritées que ma mère avait fait évaluer pour l'assurance. Elle s'était vantée que l'évaluation s'élevait à $30 000. Mais il y avait autre chose qui me tracassait. Une conversation que j'avais surprise des années auparavant et qui semblait soudain pertinente. J'avais peut-être 17 ans, rentré de l'école quand j'ai entendu mes parents se disputer dans leur chambre. Mon père était en colère parce que ma mère avait prêté de l'argent à sa sœur, ma tante Paula. Ces $40 000 que nous ne reverrons jamais, avait-il crié. Tout comme l'argent que nous avons donné à Nathalie pour son mariage. Ils ont donné $75 000 à Nathalie pour son mariage, ai-je dit à Laurence. Je le sais seulement parce que je les ai entendus se disputer à ce sujet des années plus tard. Ils n'ont pas contribué d'un centime à mes études universitaires, mais ils ont donné à Nathalie assez d'argent pour organiser une fête qui aurait pu payer un diplôme. Laurence a haussé les sourcils. C'est pertinent pour établir un modèle de favoritisme et d'abus financiers. Ont-ils aidé Nathalie d'autre manière? Ils se sont portés garants pour sa première maison, ils lui ont aussi donné la compte, à Preston et à elle. Je pense que c'était environ $50 000. Quand la mère de Preston est tombée malade, ils ont payé une aide-soignante privée pour que Preston n'ait pas à prendre de congé. C'était $30 000 de plus sur 6 mois. Les souvenirs affluaient, chacun un autre exemple de la façon dont mes parents avaient déversé de l'argent dans la vie de Nathalie tout en me laissant me débrouiller seule. Et ils ne vous ont rien donné, le ton de Laurence était soigneusement neutre, mais je pouvais voir le calcul dans ses yeux. C'était autant de munitions pour notre affaire. Ils m'ont donné une carte cadeau de $200 quand j'ai eu mon diplôme. C'est tout. Aucune aide pour les frais de scolarité, pas d'argent pour le loyer, rien pour ma voiture quand elle est tombée en panne, aucune aide quand j'ai eu besoin de soins médicaux. J'ai senti le vieux ressentiment monter mais je l'ai refoulé. La colère n'aiderait pas maintenant. Une vengeance froide et calculée, oui. Laurence s'est adossée à sa chaise, tapotant son stylo contre son bureau. Voici ce que nous allons faire. Nous allons déposer une poursuite civile pour $500 000, mais nous allons aussi demander un état complet de leurs actifs lors de la phase de découverte. Chaque compte bancaire, chaque investissement. Chaque bien immobilier. S'ils essaient de cacher des actifs ou de les transférer à des proches, nous les poursuivrons aussi. Peuvent-ils faire ça? Cacher des choses? L'idée qu'ils puissent mettre de l'argent de côté tout en prétendant être pauvres me faisait bouillir de l'intérieur. Ils peuvent essayer, mais c'est illégal, et les juges n'apprécient pas cela. Nous allons aussi déposer une requête pour geler leurs actifs en attendant le procès. Ils ne pourront rien vendre ni transférer d'argent sans l'approbation du tribunal. Il a pris une autre note. Je vais également recommander que nous engagions un expert comptable judiciaire. Ces affaires deviennent compliquées, et je veux quelqu'un qui puisse tracer chaque dollar. L'expert comptable judiciaire s'est avéré être une femme nommée Dr. Patricia Hughes, titulaire d'un doctorat en comptabilité et forte de 20 ans d'expérience dans le démêlage de situations financières complexes. Elle nous a rencontrés la semaine suivante, apportant un ordinateur portable et une intensité qui égalait celle de Laurence. J'aurai besoin d'un accès à tout, a expliqué le Dr Hughes. Relevé bancaire remontant à au moins 5 ans, déclaration de revenus, compte d'investissement, titre de propriété, relevé de carte de crédit. Nous allons construire une image complète de leur vie financière. Obtenir toutes ces informations a nécessité des manœuvres juridiques complexes. Laurence a émis des assignations à comparaître pour obtenir les relevés bancaires et les documents fiscaux. Les avocats de mes parents ont riposté, invoquant une atteinte à la vie privée, mais le juge nous a donné raison.
L'agression et le vol rendaient leurs finances pertinentes pour déterminer les dommages et la restitution appropriée. Quand les documents ont commencé à arriver, le docteur Hughes s'est mis au travail. Elle a tout étalé sur une table de conférence dans le bureau de Laurence, créant des chronologies et des graphiques qui montraient exactement où l'argent était allé au fil des ans. « Regardez ça », a-t-elle dit lors d'une de nos réunions, en montrant une section surlignée des relevés bancaires. Dans les 6 mois précédant le mariage de Nathalie, vos parents ont retiré 85 000 $ de leur compte d'épargne. Le mariage a coûté 75 000 $, mais où sont passés les 10 000 $ restants? Nous les avons tracés jusqu'à une série de retraits en espèces, intraçables et non documentés. Le docteur Hughes soupçonnait qu'il les avait donnés à Nathalie au noir, peut-être pour éviter les impôts sur les dons ou pour les cacher à la famille de Preston. Plus nous creusions, plus c'était sordide. Mes parents avaient contracté une deuxième hypothèque sur leur maison il y a 3 ans, empruntant 100 000 $. Selon leur déclaration de revenus, rien de cet argent n'avait été consacré à des améliorations domiciliaires. Le docteur Hughes l'a suivi à travers divers comptes et a découvert qu'il l'avait utilisé pour acheter la propriété locative en Floride comptant, en mettant le titre au seul nom de ma mère. C'est une cession frauduleuse qui ne demande qu'à être prouvée, a dit Laurence avec satisfaction. Ils ont utilisé de l'argent emprunté pour acheter un actif et l'ont caché aux créanciers en le mettant à un seul nom. Nous pouvons facilement percer ce voile. Les finances de Preston étaient tout aussi intéressantes. Malgré son salaire à 6 chiffres, lui et Nathalie étaient noyés sous les dettes. Ils devaient 480 000 $ pour leur maison, avaient 60 000 $ de dettes de carte de crédit, un prêt auto de 45 000 $ et le prêt du bateau pour 35 000 $ de plus. Leurs dépenses mensuelles dépassaient leurs revenus de près de 3 000 $. La facture médicale de 22 000 $ pour l'opération d'urgence de Nathalie avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de leur situation financière. Ils vivaient à crédit, a observé le docteur Hughes. Même avant qu'il ne perde son emploi, il se dirigeait vers la faillite. Les factures médicales de Nathalie n'ont fait qu'accélérer l'inévitable. Cette information est devenue cruciale pour notre stratégie. Laurence a déposé des requêtes supplémentaires pour les empêcher de déclarer faillite jusqu'à la conclusion de notre affaire civile. La faillite pouvait effacer certaines dettes, mais pas les jugements pour conduite intentionnelle et malveillante. Nous devions nous assurer que notre jugement soit en place d'abord. Pendant ce temps, l'affaire pénale continuait de progresser. La procureure du district, une femme vive nommée Rebecca Walsh, me tenait informée de chaque développement. Les avocats de mes parents poussaient pour un accord de plaidoyer, mais la procureure Walsh n'était pas intéressée à leur offrir une sortie facile. Les preuves sont accablantes, m'a-t-elle dit lors d'une de nos réunions. L'enregistrement de la sonnette de la porte à lui seul est suffisant pour condamner les 3. Ils iront en procès. L'audience préliminaire a eu lieu 6 semaines après l'arrestation. C'était une formalité, en réalité. Le juge a trouvé une cause probable en 20 minutes et les a renvoyés devant le tribunal pour être jugés. Mes parents étaient assis dans la salle d'audience en combinaison orange, n'ayant pas réussi à payer leur caution. Preston avait réussi à rassembler l'argent de sa caution grâce à ses parents, mais il avait l'air hagard et vaincu. La date du procès a été fixée à 14 mois plus tard, un délai normal pour le système judiciaire surchargé. Laurence a utilisé ce temps à bon escient, construisant notre dossier civil pendant que la procédure pénale avançait lentement. Au cours des jours suivants, j'ai fourni à Laurence tous les détails dont je pouvais me souvenir. Mes parents étaient propriétaires de leur maison, d'une valeur d'environ 400 000 $. Ils avaient des comptes de retraite, de l'épargne, des investissements. Nathalie et Preston vivaient dans une maison de 600 000 $ avec une lourde hypothèque. Preston travaillait pour une prestigieuse société d'investissement qui avait des clauses de moralité strictes dans leur contrat de travail. Laurence s'est mis au travail. Il a intenté une poursuite civile contre les 3 défendeurs, réclamant 500 000 $ en dommages et intérêts, frais médicaux, douleurs et souffrances, vol de biens, détresse émotionnelle et dommages-intérêts punitifs. Il a également demandé une ordonnance restrictive d'urgence leur interdisant de s'approcher à moins de 150 mètres de Lily ou de moi. Puis il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il a contacté l'employeur de Preston. Les sociétés d'investissement se soucient profondément de leur réputation,
a expliqué Laurence. Elle n'aime pas les employés qui se font arrêter pour des crimes violents et des vols. Cela rejaillit négativement sur l'entreprise. Effectivement, Preston a été licencié en une semaine. La déclaration de l'entreprise citait une « conduite incompatible avec les valeurs de notre entreprise » et l'a licencié avec effet immédiat. Sans son salaire à 6 chiffres, le château de cartes financier de Nathalie et Preston a commencé à s'effondrer. Ma mère et mon père ont réussi à rassembler l'argent de la caution en empruntant à ma tante, mais les conditions de leur libération étaient strictes. Ils ont dû rendre leur passeport, se présenter chaque semaine à un agent de probation et rester complètement à l'écart de moi. Mais la preuve la plus accablante est venue d'une source inattendue, la propre caméra de sécurité de Preston. Preston avait installé une sonnette avec caméra chez mes parents comme cadeau de Noël l'année précédente. Dans sa panique pour cacher les biens volés, il l'avait oublié. La caméra les avait filmés tous les trois arrivant chez mes parents à 20h30 le soir de l'agression, transportant des sacs remplis de mes affaires. Les images montraient ma mère sortant les perles de ma grand-mère et riant en les essayant. « C'est incroyable », a dit Laurence, regardant la vidéo pour la 3e fois. Ils ont littéralement documenté leur propre crime. La vidéo a également capturé leur conversation. La voix de Preston était clairement audible. Elle l'a mérité pour être si égoïste. Peut-être que ça lui apprendra une leçon. Ma mère était d'accord. J'aurais dû la frapper plus fort. Gamine ingrate. Laurence a ajouté la vidéo à notre dossier de preuve et a envoyé des copies au procureur du district qui s'occupait de l'affaire pénale. La procureure m'a appelé personnellement pour me dire que c'était l'un des cas les plus clairs qu'elle ait vus depuis des années. Pendant ce temps, la pression financière sur ma famille s'intensifiait. Sans le revenu de Preston, Nathalie et lui ont rapidement pris du retard sur leur hypothèque. L'hôpital qui avait soigné Nathalie a entamé des efforts de recouvrement agressif pour la facture de 22 000 $, plaçant finalement un privilège sur leur maison. Mes parents ont dû engager un avocat pénaliste, ce qui a rapidement vidé leurs économies. Les frais juridiques pour 3 accusés s'additionnaient vite, d'autant plus qu'ils avaient chacun besoin d'une représentation distincte en raison de conflits d'intérêts. Puis Laurence a déposé un privilège contre la maison de mes parents pour la poursuite civile de 500 000 $. Même si l'affaire n'était pas encore passée en jugement, le privilège les empêchait de vendre ou de refinancer la propriété. Ils étaient coincés, saignant de l'argent en frais juridiques sans aucun moyen d'accéder à la valeur nette de leur maison. 3 mois après l'agression, le procès pénal a commencé. J'étais assise dans la salle d'audience avec Courtney à mes côtés, tenant Lily dans mes bras. Le bébé était plus grand maintenant, commençant à sourire et à gazouiller, complètement inconsciente du drame qui se déroulait autour d'elle. L'accusation a présenté son cas méthodiquement. Ils ont montré au jury des photos de mes blessures, la coupure sur mon visage, les ecchymoses, le sang. Ils ont diffusé l'enregistrement du 911. Ils ont montré les images de la sonnette caméra. Ils ont fait venir Madame Chen, qui a témoigné avoir entendu Lily pleurer pendant des heures et m'avoir trouvée inconsciente sur le sol. L'avocat de ma mère a tenté de faire valoir qu'elle était sous un stress extrême en raison de l'urgence médicale de Nathalie et avait simplement perdu le contrôle temporairement. Le jury n'a pas été convaincu. Les images de la sonnette les montrant en train de rire en se partageant mes biens ont détruit toute sympathie qu'ils auraient pu susciter. L'avocat de Preston a affirmé qu'il n'avait fait que suivre mes parents et ne m'avait pas personnellement agressé. L'accusation a souligné qu'il avait activement participé au cambriolage de mon appartement et qu'il avait été filmé en train de se vanter que je le méritais. La défense de mon père était peut-être la plus faible. Il a affirmé qu'il avait essayé d'empêcher ma mère de jeter le vase, mais n'avait pas réagi assez vite. Malheureusement pour lui, les images de la sonnette le montraient débranchant ma télévision et la transportant dehors pendant que je gisais en sang sur le sol. Son affirmation d'être un participant involontaire est tombée à plat. Je suis montée à la barre le 3e jour. Le procureur m'a fait parcourir toute la chronologie, ma grossesse, le rejet de ma famille, la naissance de Lily, les factures d'hôpital, l'appel de 3 heures du matin, tout ce qui a mené à cette terrible nuit. Comment vous êtes-vous senti lorsque votre mère a exigé 22 000 $, a demandé le procureur. Choquée, ai-je répondu honnêtement.
Elle m'avait raccroché au nez quand j'avais besoin d'aide pour mes factures d'hôpital à peine un mois plus tôt. Elle n'a jamais appelé pour prendre des nouvelles de sa petite fille. Mais soudain, j'étais censé tout laisser tomber et lui donner des milliers de dollars que je n'avais pas. Et quand elle a jeté le vase à votre visage? Ma main s'est inconsciemment portée à la cicatrice sur ma joue, encore rose et en relief malgré les meilleurs efforts du chirurgien plasticien. J'ai cru qu'elle allait me tuer. Je me souviens de l'impact. Et puis tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée, il saccageait mon appartement pendant que mon bébé hurlait dans son berceau. Je ne pouvais pas l'atteindre. Je ne pouvais pas la protéger. Ma voix s'est brisée sur la dernière phrase, et j'ai dû faire une pause pour me ressaisir. Le jury regardait avec une attention soutenue, plusieurs d'entre eux visiblement troublés. Les avocats de la défense ont essayé de trouver des failles dans mon témoignage lors du contre-interrogatoire, mais il n'y avait pas grand-chose qu'ils puissent contester. Les preuves étaient accablantes, et mon récit correspondait parfaitement aux preuves matérielles, aux témoignages et aux enregistrements vidéo. Preston a refusé l'accord de plaidoyer et a insisté pour aller en procès. Ce fut une erreur catastrophique. Le jury a mis moins de 3 heures pour le déclarer coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge, visiblement dégoûté par les images de la sonnette le montrant rire de l'agression, l'a condamné à 3 ans de prison ferme. Mes parents avaient déjà accepté leurs accords de plaidoyer à ce moment-là. Les paroles du juge lors de la condamnation de Preston me sont restées. Vous avez violé les liens les plus fondamentaux de la famille et de la confiance. Vous avez brutalement agressé une jeune mère et participé à son cambriolage alors que son enfant en bas âge pleurait. Impuissant. Ce tribunal trouve vos actions répréhensibles et méritant une punition significative. Mais les condamnations pénales n'étaient que la première partie de mon plan. Le procès civil a eu lieu 18 mois après la finalisation des condamnations pénales. Lawrence a présenté un dossier en béton. Les condamnations pénales étant déjà acquises, prouver la responsabilité civile était une formalité. Le jury m'a accordé 475 000 $ de dommages et intérêts, moins que ce que nous avions demandé, mais toujours une somme substantielle. Lawrence a immédiatement déposé des requêtes de recouvrement. Nous devons agir vite avant qu'il ne tente de cacher des actifs, a-t-il expliqué. En quelques jours, nous avions des ordonnances du tribunal gelant leurs comptes bancaires et plaçant des privilèges sur leurs propriétés. L'affaire pénale avait révélé quelque chose d'autre d'intéressant. L'assurance. Mes parents avaient une assurance habitation qui incluait une couverture de responsabilité civile jusqu'à 300 000 $. Lawrence a immédiatement déposé une réclamation auprès de leur compagnie d'assurance pour mes blessures et mes dommages. L'avocat de la compagnie d'assurance a d'abord tenté de rejeter la demande, arguant que la police ne couvrait pas les actes criminels intentionnels. Lawrence a contre-attaqué avec de la jurisprudence montrant que certains tribunaux avaient exigé que les compagnies d'assurance couvrent de tels actes dans certaines circonstances. Après des mois de négociations, la compagnie d'assurance a réglé pour 225 000 $. Ils m'ont payé directement, laissant mes parents le soin de rembourser la compagnie d'assurance, une autre dette qu'ils paieraient pendant des années. La propriété locative en Floride est devenue notre prochaine cible. Mes parents devaient 180 000 $ sur leur résidence principale, mais la propriété en Floride était libre de toute dette. Lawrence a demandé sa vente forcée et l'avocat de mes parents s'est battu avec toutes les astuces possibles. Le juge, qui présidait l'audience sur les actifs, n'a pas été sympathique. Les accusés ont brutalement agressé la plaignante et ont cambriolé sa maison. Ils ne seront pas autorisés à protéger leurs actifs des conséquences de leurs actes criminels. La propriété en Floride s'est vendue aux enchères pour 265 000 $. Après les commissions d'immobilière et les frais de clôture, nous avons netté 248 000 $. Cela a plus que satisfait le solde restant du jugement. Le surplus de 223 000 $ est retourné à mes parents, bien qu'il ait été immédiatement saisi par le fisc pour leur enquête fiscale en cours et par leur compagnie d'assurance cherchant à se faire rembourser le règlement qu'elle m'avait versé. Puis sont venus les biens personnels. Lawrence a obtenu un bref d'exécution qui a permis au shérif de saisir des articles de luxe pour satisfaire les dettes restantes de mes parents. Je n'oublierai jamais l'appel de l'avocat de ma mère, nous suppliant de reconsidérer. C'est une femme âgée, a-t-il plaidé.
Vous prenez ses bijoux, des objets à valeur sentimentale, des choses qui appartenaient à sa mère. Les perles de ma grand-mère m'appartiennent, ai-je rétorqué. Ils les ont volées pendant que je gisais en sang. Où était la sentimentalité alors? La vente du shérif a eu lieu un mardi froid de février. La collection de bijoux de ma mère est passée sous le marteau. La collection de montres de mon père a suivi. La Corvette vintage, le SUV Mercedes, la berline BMW, tous vendus aux enchères. J'ai assisté à certaines ventes, regardant des étrangers repartir avec des objets que mes parents avaient chéris. Puis je me souvenais de m'être réveillée sur mon sol, couverte de sang, incapable d'atteindre mon bébé qui hurlait, et le sentiment s'évaporait. Le docteur Hugues a continué à traquer les actifs cachés. Elle a trouvé un petit compte d'épargne au nom de jeune fille de ma mère contenant $8 000. Elle a découvert que mon père avait prêté $15 000 à son frère 2 ans auparavant sans aucun document de prêt officiel. Laurence s'en est pris à cela aussi, forçant mon oncle à payer ou à faire face à son propre procès. Il a payé. Mais la découverte la plus satisfaisante est venue lorsque le docteur Hugues a trouvé des preuves que mes parents avaient détourné des revenus locatifs de la propriété en Floride, ne déclarant que la moitié du revenu réel sur leur déclaration de revenus. Elle a transmis cette information au fisc. La fraude fiscale est un délit fédéral, et le fisc ne plaisante pas. Mes parents étaient en prison depuis plus d'1 an, incapables de payer leur caution, lorsque leur avocat les a finalement convaincus d'accepter un accord de plaidoyer. Ma mère a pris l'accord et a écopé de 4 ans de prison ferme. Mon père a eu 2 ans et demi. La maison de mes parents a été saisie presque immédiatement. Ils ne pouvaient pas payer l'hypothèque depuis la prison, et le privilège signifiait qu'ils ne pouvaient pas la vendre pour assez pour satisfaire à la fois l'hypothèque et le jugement. La banque a saisi la propriété et l'a vendue aux enchères. Après avoir payé l'hypothèque, les frais de clôture et les frais juridiques, il restait environ $180 000, qui sont allés à mon jugement. La maison de Nathalie et Preston a suivi peu de temps après. J'ai fait saisir la pension de mon père et les prestations de sécurité sociale de ma mère. Chaque mois, une partie de leurs revenus me serait versée jusqu'à ce que le jugement complet soit payé. À leur âge et à leur niveau de revenus, cela prendrait probablement le reste de leur vie. Mais je n'avais toujours pas fini. J'ai contacté chaque membre de la famille, chaque ami, chaque personne qui avait jamais connu mes parents ou Nathalie. Je leur ai envoyé des copies des documents du tribunal, des enregistrements vidéo, des rapports de police. J'ai créé un site web détaillé documentant tout ce qui s'était passé. Je me suis assuré que tout le monde sache exactement quel genre de personnes ils étaient. Le cercle social de mes parents et de Nathalie s'est évaporé. Près de 2 ans après l'agression, Nathalie m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « S'il te plaît », a-t-elle sangloté dès que j'ai décroché. « Tu as tout détruit. Maman et papa sont en prison. Preston a perdu son travail. Nous avons perdu notre maison. S'il te plaît, arrête. » Tu veux que j'arrête? J'ai gardé ma voix calme et froide. Vous êtes-vous arrêté quand j'étais allongé en sang sur mon sol? Vous êtes-vous soucié que Lily hurlait dans son berceau, terrifiée et seule? C'est la conséquence des actions de votre famille, Nathalie. Vous avez tous décidé que je ne valais pas la décence humaine la plus élémentaire? Alors maintenant vous voyez à quoi ressemble la vie sans mon pardon. J'ai raccroché et bloqué ce numéro aussi. 3 ans et demi se sont écoulés depuis cette terrible nuit. Lily est maintenant une joyeuse petite fille d'âge préscolaire qui ne se souviendra jamais du chaos de ses premiers mois. La cicatrice sur mon visage s'est estompée en une fine ligne blanche. Ma mère est toujours en prison. Mon père a été libéré il y a 6 mois et vit dans un petit studio. Il envoie des lettres suppliant le pardon. Je retourne chaque lettre sans l'ouvrir. Preston a été libéré sur parole après 2 ans et travaille maintenant comme vendeur de voitures. Nathalie a 2 emplois pour essayer de subvenir aux besoins de ses enfants. Ils reconstruisent leur vie à partir de rien, exactement comme j'ai dû le faire quand ils m'ont abandonné. Parfois, les gens me demandent si je me sens coupable d'avoir si complètement détruit la vie de ma famille. La réponse est simple. Non. Ils avaient le choix cette nuit-là. Ils ont choisi la violence. Chaque action a des conséquences.
Ils m'ont appris cette leçon quand ils m'ont abandonné. Je me suis simplement assuré qu'ils l'apprennent aussi. Courtney reste l'une de mes amies les plus proches, et Lily l'appelle Tati Cour. Madame Chen, la voisine qui nous a sauvé la vie, est devenue comme une grand-mère pour Lily. Ma vraie famille n'est pas définie par le sang. Elle est définie par les personnes qui se sont présentées quand j'avais besoin d'elles. Quant à ma famille biologique, elle est exactement là où elle mérite d'être, faisant face aux conséquences de ses choix, payant pour sa cruauté et vivant avec la connaissance qu'elle a détruit sa propre vie par ses propres actions. Et je dors paisiblement chaque nuit, sachant que justice a été rendue.